Je suis heureux que vous soyez venu, dit Chalmers. Il était assis près de la fenêtre, et son visage était très pâle. Deux longues bougies pleuraient près de son coude et projetaient une lueur ambrée et souffreteuse sur son long nez et son menton un peu fuyant. Chalmers ne supportait pas qu'il y eût quoi que ce fût de moderne dans son appartement. Il avait l'âme d'un ascète médiéval et préférait les manuscrits enluminés aux automobiles, le rictus des gargouilles de pierre aux radios et aux machines à calculer. En traversant la pièce pour gagner le divan, qu'il avait débarrassé pour moi, je jetai un coup d'œil sur son bureau et m'étonnai de découvrir qu'il était en train d'étudier les formules mathématiques d'un célèbre physicien contemporain et qu'il y avait couvert plusieurs feuillets d'un mince papier jaune de curieuses figures géométriques. Einstein et John Dee sont d'étranges auteurs de chevet, remarquai-je, comme mon regard allait des courbes aux 60 ou 70 ouvrages curieux que comprenait son étrange petite bibliothèque. Plotin et Emmanuel Moschopoulos, saint Thomas d'Aquin et Fénicle de Bessy se côtoyaient sur les sombres rayons d'ébène, tandis que les chaises, la table et le bureau étaient jonchés de libelles consacrées à la sorcellerie, à l'envoûtement et à la magie noire, tels qu'ils étaient pratiqués au Moyen-Âge, ainsi qu'à toutes ces choses valeureuses et enchanteresses que le monde moderne a répudiées. Chalmers me sourit de manière engageante et me tendit une cigarette russe sur un plateau curieusement gravé. « C'est aujourd'hui seulement, me dit-il, que nous découvrons que les vieux alchimistes et les sorciers avaient vu juste 2 fois sur 3, alors que nos biologistes et nos matérialistes se trompent 9 fois sur 10. Vous vous êtes toujours moqué de la science moderne, répliquai-je sur un ton légèrement impatient. Du dogmatisme scientifique, simplement, répondit-il. J'ai toujours été un rebelle, un champion de l'originalité et des causes perdues. C'est pourquoi j'ai choisi de répudier les conclusions des biologistes contemporains. Et Einstein ? Demandai-je. Un prêtre des mathématiques transcendantales. Un mystique profond et un explorateur du grand soupçonné. Vous ne méprisez donc pas totalement la science ? Bien sûr que non, affirma-t-il. Je me défie simplement du positivisme scientifique des 50 dernières années. Le positivisme de Haeckel, de Darwin et de M. Bertrand Russell. Je crois que les biologistes ont lamentablement échoué dans leur tentative d'explication du mystère, de l'origine et de la destinée humaine. Donnez-leur du temps, ripostai-je. Les yeux de Chalmers brillèrent. Mon ami, votre jeu de mots est sublime. Donnez-leur le temps. C'est précisément ce que je voudrais faire. Mais le biologiste moderne se moque du temps. Il en a la clé, mais il refuse de s'en servir. Que savons-nous du temps, à vrai dire ? Einstein estime qu'il est relatif, qu'il peut être interprété en termes d'espace courbe. Mais faut-il que nous en demeurions là ? Au moment où les mathématiques nous font défaut, ne pouvons-nous poursuivre en faisant appel à l'intuition ? Vous vous engagez sur un terrain dangereux, répliquai-je. C'est là un piège qu'un véritable chercheur s'efforce d'éviter. C'est d'ailleurs pourquoi la science moderne a progressé avec tant de lenteur. Elle n'accepte rien qui ne puisse être démontré. Mais vous, je prendrai du hashish, de l'opium et toutes sortes de drogues. Je me ferai l'émule des sages de l'Orient, et alors peut-être appréhenderai-je, quoi ? La 4e dimension, sottise théosophique. Peut-être, mais je crois que les drogues amplifient la conscience humaine. William James le croyait aussi. Et j'en ai découvert une nouvelle. Une nouvelle drogue ? Des alchimistes chinois s'en sont servis il y a des siècles, mais elle est virtuellement inconnue en Occident. Ses propriétés occultes sont stupéfiantes. Grâce à elle et aux connaissances mathématiques que je possède, je crois qu'il m'est possible de reculer dans le temps. Je ne comprends pas. Le temps n'est que notre perception imparfaite d'une autre dimension de l'espace. Le temps et le mouvement sont l'un et l'autre des illusions. Tout ce qui a existé depuis le début du monde existe à l'heure actuelle. Les événements qui se sont produits il y a des siècles sur cette planète continuent à exister dans une autre dimension de l'espace. Des événements qui se produiront dans des siècles existent déjà. Nous ne pouvons percevoir leur existence parce que nous sommes incapables de pénétrer dans la dimension de l'espace qui les contient. Les êtres humains tels que nous les connaissons ne sont que des simples fractions, des fractions infiniment petites d'un tout énorme. Chaque être humain est lié
à toute la vie qui l'a précédé sur cette planète. Tous ses ancêtres font partie de lui. Seul, le temps le sépare de ses devanciers, et le temps est une illusion. Il n'existe pas. Je crois que je comprends. Il suffira pour mon dessein que vous vous formiez une idée très générale de ce que je souhaite atteindre. Je désire arracher de mes yeux les voiles de l'illusion dont le temps les a couverts pour voir le commencement et la fin. Et vous croyez que cette nouvelle drogue va vous y aider? J'en suis certain, mais j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai l'intention de prendre cette drogue dès maintenant. Je ne peux plus attendre, il faut que je voie. Une lueur étrange s'était allumée dans ses yeux. Je vais reculer, reculer dans le temps. Il se leva et se dirigea vers la cheminée. Quand il se retrouva vers moi, il tenait dans le creux de la main une petite boîte carrée qu'il avait prise sur la tablette. J'ai là 5 pilules de la drogue Liao. Le philosophe chinois Lao Tzu l'utilisait, et c'est sous son influence qu'il aurait eu la vision du Tao. Le Tao est la force la plus mystérieuse du monde. Il cerne et anime toute chose. Il comprend l'univers visible et tout ce que nous appelons la réalité. Celui qui appréhende les mystères du Tao voit clairement tout ce qui a été et tout ce qui sera. Allons donc. Le Tao ressemble à un grand animal allongé, immobile, et son grand corps renferme tous les mondes de notre univers, le passé, le présent et le futur. Nous ne voyons que des parties de ce grand monstre, à travers une fente que nous appelons le temps. En m'aidant de cette drogue, je vais élargir la fente. Je contemplerai la grande figure de la vie, la grande bête étendue dans sa totalité. Et que voulez-vous que je fasse? Que vous observiez, mon ami, que vous observiez et que vous preniez des notes. Si je recule trop loin, il vous faudra me rappeler à la réalité. Vous pourrez me rappeler en me secouant avec violence. Si j'ai l'air de ressentir une douleur physique aiguë, il vous faudra me rappeler aussitôt. Chalmers, je voudrais bien que vous ne tentiez pas cette expérience. Vous prenez des risques terribles. Je ne crois pas qu'il existe de 4e dimension et je refuse tout net de croire en l'existence du Tao. En outre, je ne suis pas d'accord sur le fait que vous expérimentiez des drogues inconnues. Je connais les propriétés de cette drogue. Je sais précisément comment elle affecte la bête humaine et je connais ses dangers. Le risque ne réside pas dans l'absorption de la drogue. La seule crainte que j'éprouve, c'est de m'engager dans le temps. Vous comprenez, je vais aider la drogue. Quand j'avalerai cette pilule, j'accorderai toute mon attention aux symboles géométriques et algébriques que j'ai relevés sur ce papier. Il souleva la feuille couverte de figures qu'il avait posée sur ses genoux. Je préparerai mon esprit à un voyage dans le temps. J'approcherai la 4e dimension avec un esprit conscient avant de prendre la drogue, ce qui me permettra d'user de pouvoirs occultes de perception. Avant de pénétrer dans le monde de rêves mystiques de l'Orient, j'acquerrai toute l'assistance mathématique que peut m'offrir la science moderne. Cette connaissance mathématique, cette approche consciente d'une véritable appréhension de la 4e dimension du temps complétera l'œuvre de la drogue. La drogue m'ouvrira de nouveaux horizons stupéfiants. La préparation mathématique me permettra de les comprendre intellectuellement. J'ai souvent eu conscience de l'existence d'une 4e dimension, en rêve, et cela de façon affective, intuitive, mais je n'ai jamais été capable de me souvenir, une fois éveillé, des splendeurs occultes qui m'avaient été brièvement révélées. Avec votre assistance, pourtant, je crois que je vais pouvoir les retrouver. Vous allez noter tout ce que je dirai quand je serai sous l'influence de la drogue. Quelle que soit l'étrangeté ou l'incohérence de mes paroles, vous ne mettrez rien. Quand je me réveillerai, je serai peut-être en mesure de fournir la clé de tout ce qui vous semblera mystérieux ou incroyable. Je ne suis pas certain de réussir, mais si j'y parviens... Ses yeux avaient un éclat étrange. Le temps n'existera plus pour moi. Brusquement, il s'assit. Je vais commencer tout de suite cette expérience. Allez vous placer près de cette fenêtre là-bas, s'il vous plaît, et observez-moi. Vous avez un stylo? Je hochai la tête, l'air sombre, et tirai un Waterman vert pâle de la poche supérieure de ma veste. Et un bloc, Franck? Je grognai et sortis un agenda. Je désapprouve au plus haut point cette expérience. Vous prenez un risque effrayant. Ne soyez ni aussi craintif ni aussi stupide, m'admonesta-t-il. Rien de ce que vous pourrez me dire ne m'arrêtera désormais. Je vous prie de garder le silence tandis que j'étudie ces figures. Il prit sa feuille et en examina les figures avec attention. Je
regardais la pendule posée sur le dessus de la cheminée qui égrenait les secondes, et une angoisse étrange m'étreignit le cœur, au point que je suffoquais. Brusquement, la pendule se tut, et c'est à cet instant précis que Chalmers avala la drogue. Je me levai vivement et approchai de lui, mais ses yeux me supplièrent de ne pas intervenir. La pendule s'est arrêtée. Les forces qui la contrôlent approuvent cette expérience. Le temps s'est arrêté, et j'ai avalé la drogue. Je prie le Seigneur afin qu'il fasse que je ne m'égare pas. Il ferma les yeux et se renversa sur le sofa. Tout le sang avait quitté son visage et sa respiration était devenue pénible. Il était clair que la drogue agissait avec une rapidité extraordinaire. Il commence à faire sombre. Notez cela, il commence à faire sombre et les objets de cette pièce sont en train de disparaître. Je les discerne encore un peu à travers mes paupières, mais ils s'évanouissent rapidement. Je secouai mon stylo pour y faire venir l'encre et écrivis rapidement en sténo, tandis qu'il poursuivait sa dictée. Je quitte la pièce. Les murs s'évanouissent et je ne vois plus aucun des objets. Votre visage, pourtant, est encore visible. J'espère que vous écrivez. Je crois que je vais faire un grand saut, un saut dans l'espace, ou peut-être vais-je faire un saut dans le temps, je ne sais. Tout est sombre, indistinct. Il demeura assis quelque temps en silence, la tête sur la poitrine. Soudain, il se raidit et ses paupières s'ouvrirent. « Dieu du ciel, je vois !» Il s'était redressé et penché en avant, fixait tendu le mur d'en face. Je savais pourtant qu'il regardait au-delà de ce mur et que les objets de la pièce n'existaient plus pour lui. « Chalmers, Chalmers, dois-je vous réveiller ?»« Non, je vois tout. Les milliards de vies qui m'ont précédé sur cette planète se déroulent devant moi en ce moment. Je vois des hommes de tous les âges, de toutes les races et de toutes les couleurs. Ils se battent, tuent, bâtissent, dansent et chantent. Ils se sont assis autour de feux rudimentaires dans les déserts perdus et gris et ont pris l'air au bord de monoplans. Ils voguent sur les mers dans des canots d'écorce et sur d'énormes bateaux à vapeur. Ils peignent des bisons et des mammouths sur les murs de sombres cavernes et couvrent d'immenses toiles d'étranges dessins futuristes. J'assiste aux migrations de l'Atlantide, j'assiste aux migrations de la Lémurie. Je vois des races anciennes, une étrange horde de nains noirs qui progressent irrésistiblement à travers l'Asie. Puis les hommes de Néandertal, tête baissée, genoux pliés, qui parcourent obscènes l'Europe. J'observe le déferlement des Achéens sur les îles grecques et les premiers balbutiements de la culture hellénistique. Je suis à Athènes et Périclès est jeune. Je me trouve sur le sol de l'Italie. J'assiste à l'enlèvement des Sabines. Je marche avec les légions impériales. L'angoisse et l'administration me font trembler tandis que défilent les énormes étendards et que le sol frémit sous le pas des Astati victorieux. Un millier d'esclaves nus se prosternent devant moi tandis que je passe dans une litière d'or et d'ivoire traînée par des bœufs de Thèbes, noirs comme la nuit, que des jeunes filles couvertes de fleurs crient « Ave César !» que je salue de signes de tête et que je souris. Je suis à mon tour esclave sur une galère mort. Je vois s'ériger une grande cathédrale, pierre par pierre, elle s'élève, et pendant des mois, des années, je suis là et je regarde chaque pierre venir s'insérer à sa place. On me brûle sur une croix, la tête en bas, dans des jardins parfumés de thym de Néron. J'observe avec amusement et mépris les bourreaux à l'œuvre dans les chambres de l'Inquisition. Je marche dans les plus saints sanctuaires, je pénètre dans les temples de Vénus. Je m'agenouille en adorateur devant la Magna Mater, et je jette des pièces de monnaie sur les genoux nus des courtisanes sacrées qui sont assises, le visage voilé, dans les jardins de Babylone. Je me faufile dans un théâtre élisabétain, et j'applaudis le marchand de Venise, avec la canaille empestée qui m'entoure. J'avance avec Dante dans les rues étroites de Florence. Je rencontre la jeune Béatrice, et l'ourlet de sa robe vient frôler mes sandales, tandis que je la fixe, transportée. Je suis prêtre d'Isis, et la magie que je pratique étonne les nations. Simon Magus s'agenouille devant moi, implorant mon aide, et le pharaon tremble quand je m'approche. En Inde, je m'entretiens avec les maîtres, et je les fuis en hurlant car leurs révélations sont comme du sel versé sur des blessures à vif. Je perçois tout simultanément. Je perçois tout de tous côtés. Je suis une part de tous les billions qui foisonnent autour de moi.
Je perçois la totalité de l'histoire humaine en un seul instant, son passé et son présent. Si je me penche simplement en avant, je vois encore plus loin, toujours plus loin. Je passe à présent par d'étranges courbes et d'étranges angles. Les angles et les courbes se multiplient autour de moi. Je perçois de grands segments du temps à travers des courbes. Il y a un temps incurvé et un temps angulaire. Les êtres qui existent en temps angulaire ne peuvent pénétrer dans les temps incurvés. C'est étrange à l'extrême. Je recule et je recule toujours. L'homme a disparu de la terre. Des reptiles gigantesques se tapissent sous d'énormes palmes et nagent dans les eaux noires et nauséabondes de lugubres lacs. Les reptiles ont disparu à présent. Nul animal ne demeure sur la terre, mais sous les eaux. Je distingue très bien des formes qui se déplacent avec lenteur au milieu d'une végétation en décomposition. Les formes sont toujours plus simples. Maintenant, ce ne sont plus que des cellules isolées. Tout autour de moi, il y a des angles étranges qui n'ont pas de contrepartie sur la terre. J'ai effroyablement peur. Il y a un abîme d'existence que l'homme n'a jamais sondé. Je dévisageais Chalmers. Il s'était levé et agitait les bras d'un air désemparé. Je passe par les angles d'un autre monde. J'approche. Oh, l'horreur brûlante de tout cela. Chalmers, voulez-vous que j'intervienne? Il se cacha vivement le visage de la main droite, comme s'il avait voulu exclure une vision insoutenable. Pas encore. Je veux voir ce qui se trouve au-delà. Une sueur froide couvrit son front et des spasmes secouèrent ses épaules. Au-delà de la vie, il y a... Son visage devint gris de terreur. Des choses que je ne parvins pas à distinguer. Elles se déplacent lentement et passent par des angles impossibles. C'est alors que je me rendis compte de l'odeur qui régnait dans la pièce. C'était une odeur âcre, indescriptible, si nauséabonde que j'avais du mal à la supporter. J'allai rapidement à la fenêtre et l'ouvris toute grande. Quand je revins auprès de Chalmers et plongeai mon regard dans ses yeux, je faillis m'évanouir. Je crois qu'ils sont sur la voie. Ils se tournent lentement vers moi. Il tremblait d'une manière horrible. Un instant, il griffa l'air de ses mains. Ses jambes plièrent ensuite sous lui et il tomba face contre terre, gémissant l'écume à la bouche. Je l'observais en silence tandis qu'il se traînait sur le plancher. Ce n'était plus un homme. Ses dents étaient découvertes et la salive lui coulait des coins de la bouche. « Chalmers, Chalmers, arrêtez ça, vous m'entendez ?» Comme pour répondre à mon appel, il émit par saccades des sons enroués qui évoquaient l'aboiement d'un chien. Puis il entreprit une sorte de reptation hideuse en rond autour de la chambre. Je me baissai et le saisis par les épaules. Avec violence, avec désespoir, je le secouai. Il tournait la tête et planta ses dents dans mon poignet. J'étais malade d'horreur, mais je n'osais le relâcher de crainte qu'il ne se détruisît dans un paroxysme de rage. « Chalmers, il faut arrêter ça. Il n'y a rien dans cette pièce qui puisse vous faire du mal. Vous me comprenez ?» Je continuai à le secouer et à l'exhorter, et peu à peu la folie abandonna son visage. Frissonnant de façon convulsive, il se recroquevilla en une masse grotesque sur le tapis chinois. Je le portai jusqu'au sofa et l'y disposai. Ses traits étaient contractés par la douleur, et je savais qu'il luttait encore en silence pour s'arracher à d'abominables souvenirs. Du whisky. Vous en trouverez un flacon dans le secrétaire près de la fenêtre. Le tiroir de gauche, en haut. Quand je lui tendis le flacon, ses doigts l'enserrèrent avec une telle force que les jointures en bleuirent. Ils ont bien failli m'avoir, dit-il d'une voix entrecoupée. Il avala le cordial à grande gorgée, et son visage reprit peu à peu des couleurs. Cette drogue est infernale. Ce n'était pas la drogue. Il n'y avait plus de lueur insensée dans ses yeux, mais il avait encore l'air d'un damné. Ils ont senti ma voix dans le temps. Je suis allé trop loin. À quoi ressemblaient ces îles? Dis-je pour ne pas le contrarier. Il se pencha en avant et me saisit le bras. Il tremblait atrocement. Il n'y a pas de mots dans notre langage pour les décrire. On les retrouve un peu dans les symboles du mythe de la chute de l'homme et sous une forme obscène que l'on voit parfois gravée sur d'antiques tablettes. Les Grecs leur avaient donné un nom qui masque leur noirceur foncière. L'arbre, le serpent et la pomme
Ce sont de vagues symboles d'un mystère tout à fait terrifiant. Sa voix s'était élevée jusqu'à n'être plus qu'un cri. Franck, Franck, un acte terrible, un acte indicible a été commis tout au commencement. Avant le temps, l'acte, et depuis l'acte, il s'est dressé comme un hystérique faisait les 100 pas dans la pièce. Les actes des morts passent par des angles dans les recoins obscurs du temps. Ils sont affamés et assoiffés. Chalmers, nous vivons en plein XXe siècle. Ils sont efflanqués et assoiffés. Les chiens de Tyndalos. Chalmers, dois-je appeler un médecin? Un médecin ne peut plus m'aider à présent. Il y a des horreurs de l'âme et pourtant... Il se cacha le visage entre les mains et gémit. Ils sont réels, Franck. Je les ai vus. Un effroyable instant. Un instant, je me suis trouvé de l'autre côté. Je me suis trouvé sur les pâles et gris rivages, au-delà du temps et de l'espace. Sous une épouvantable lumière, dans un silence qui hurlait, je les ai vus. Toute la malfaisance de l'univers était rassemblée dans leurs corps efflanqués et affamés. Mais avaient-ils vraiment des corps? Je n'ai fait que les entrevoir. Je ne puis en être certain, mais je les ai entendus souffler. C'est indescriptible, mais un instant j'ai senti leur souffle sur mon visage. Ils se sont tournés vers moi et j'ai fui en hurlant. En un bref instant, j'ai fui en hurlant à travers le temps, et j'ai fui des quintillons d'années. Ils ont senti ma voix pourtant. Les hommes éveillent en eux des appétits cosmiques. Nous avons échappé, pour un moment, à l'impureté qui nous entoure. Ils ont soif de ce qui en nous est propre, de ce qui est propre, qui a émergé sans tache de l'acte. Il y a une part en nous qui n'a pas participé à l'acte, et c'est elle qu'ils haïssent. N'allez pas imaginer cependant qu'ils soient littéralement, prosaïquement malfaisants. Ils sont au-delà du bien et du mal, tels que nous en connaissons. Ils sont ce qui, tout au commencement, a été séparé de la pureté. Par l'acte, ils sont devenus des corps de la mort, des réceptacles de tout ce qui est impur. Mais ils ne sont pas malfaisants dans le sens que nous donnons à ce mot, car à l'intérieur des sphères à travers lesquelles ils se déplacent, il n'y a ni pensée, ni morale, ni raison, ni tort, à la manière dont nous le comprenons. Il y a simplement ce qui est pur et ce qui est impur. Ce qui est impur s'exprime par des angles, ce qui est pur par des courbes. L'homme, ou ce qui est pur en lui, est descendu d'une courbe. Ne riez pas, j'entends cela littéralement. Je me levai et cherchai mon chapeau. Je regrette infiniment pour vous, Chalmers, dis-je tout en me dirigeant vers la porte. Mais je n'ai pas l'intention de rester ici pour entendre de telles sottises. Je vais vous envoyer mon docteur. C'est un vieux bonhomme plein de gentillesse et il ne se vexera pas si vous lui dites d'aller au diable. J'espère pourtant que vous suivrez son conseil. Une semaine de repos dans un bon établissement spécialisé vous ferait un bien infini. Je l'entendis qui riait, comme je descendais l'escalier. Mais son rire était si amer qu'il me fit monter les larmes.